spectacles qui auront lieu prochainement au Théâtre Barrière d'Enghien-les-Bains. Mais juste avant, le grand jeu qui vous permet de repartir avec des tonnes de cadeaux. Et toujours dans la cagnotte, vos places pour le 33e Festival des Arts Martiaux qui aura lieu à l'Accor Hotel Arena le 24 mars prochain. Un événement qui existe depuis 1985. C'est la plus belle vitrine de tous les arts martiaux. Vous pourrez apprécier différents arts martiaux, notamment il y aura aussi là des guerriers de Papouasie qui sera présent, il y aura aussi le 8e challenge Bruce Lee, vous pourrez découvrir du Krav Maga, les moines de Shaolin, du Kung Fu, il y aura aussi la troupe CS Prod pour un spectacle autour de la série Game of Thrones. Pour gagner vos places pour le 33e Festival des Arts Martiaux, c'est maintenant 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 en écoutant ce petit filet de voix. 01 34 12 12 22. Ah, là, cet accent, hein, oui, bien précis, que vous avez certainement reconnu. 01 34 12 12 22. Il ne s'agit pas de Marina Foïs. On m'a proposé aussi Natacha Saint-Pierre. Non, 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 c'est pas du tout ça. Vous êtes presque à côté en vous rapprochant de Natacha Saint-Pierre, puisque c'est une artiste aussi qui vient du même coin, donc 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 pour gagner vos places pour le 33e Festival des Arts Martiaux. Bonne chance. Et nous retrouvons le nouveau Alice Merton, 8h52. C'est pas grave. J'ai dit, c'était Marina Foïs, ça, c'est ça? Oui. Et j'ai dit... Non. Si, j'ai dit ça? Non, c'était Marina Foïs. Non, les propositions que j'ai eues, j'ai répété les propositions non, que j'ai eues. C'était Isabelle Nanty. Ah oui, Isabelle Nanty, bon, c'est pas... Non, là c'est Céline Dion. Non, c'est sur l'extrait. Mais la voix qu'on doit identifier, c'est Céline Dion. Ah bon? Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle se rapprochait de Natacha Saint-Pierre. Ah ouais, c'est partout. Je pense à Lina Lenet. Ah, moi, c'est l'accent. Alice Merton, son nouveau titre, Hit the Ground Running sur les FM Radio Regain. Quelques bons plans où sortir avec vos proches, votre famille, pourquoi pas venir voir quelques spectacles au Théâtre Barrière d'Enghien-les-Bains, et notamment les Fils Monkey se produiront ce samedi 10 février à 20h30. Mais juste avant, ce vendredi, vous pourrez aussi applaudir la pièce de théâtre Le Temps qui reste, avec 3 comédiens talentueux, Philippe Lelouch, Christian Vadim et David Brécourt, qui ont participé ensemble à plusieurs pièces de théâtre. Et je vous rappelle donc samedi prochain, les Fils Monkey au Théâtre Barrière d'Enghien-les-Bains. Et aussi ce week-end, toujours au Théâtre Barrière d'Enghien-les-Bains, pour ceux qui aiment la belle musique, la musique classique, dimanche à 16h, les 4 saisons de Vivaldi, Piazzolla, Stéphanie Marie Degan, Jean-Walter Odoli et l'Orchestre de Chambre d'Île-de-France vous donnent rendez-vous pour ce spectacle à 16h, dimanche 11 février au Théâtre Barrière d'Enghien-les-Bains. Pour ces 3 spectacles, n'hésitez surtout pas à réserver. Il reste encore quelques places, et notamment sur le site casino-enghien.fr. Et puis d'autres spectacles, d'autres concerts, notamment ne manquez pas le passage de Ben l'Oncle Soul ce soir à 20h30 au Théâtre de Beson. Vendredi 9 février au Théâtre de Jouy-le-Moutier, un apéro-concert avec As Gaillard. Ou encore aussi ce vendredi 9 février, Dark Daughters se produiront à l'imprévu, une salle qui se trouve sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Retrouvons l'horoscope une nouvelle fois avec Patricia Lasserre sur IDFM Radio Regain. Ok. Donc, si vous voulez vous entendre parler quand vous parlez, vous pouvez le mettre. Sinon, c'est pas une obligation. Moi, je le mets pas. Par contre, vous ne parlez pas trop loin du micro. Parce que vous avez une voix forte, je pense. Oui, celui-là. Vous mettez bien devant votre droit devant vous, quoi. Enfin, soyez à l'aise de toute façon, mais vous êtes très grand, alors on va mettre 2 micros, tiens, vous avez le choix. Voilà. C'est pas mieux? Alors moi je pense que je vais vous allez voir, je vais faire une petite introduction sur l'entreprise et je vais vous dire, à l'heure de cette nouvelle révolution industrielle, Michel Sélène, faut-il valider ou invalider l'introduction d'une intelligence artificielle dans les sociétés, et le big data, pourquoi faire, comment l'entreprise approche cette question.
Une Ça excellente va journée à tous. Merci Patricia. Tous vos horoscopes sont disponibles sur voyance-équitable.com. C'était la matinale. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sœur. IDFM Radio Anguin. C'est aussi sur Facebook IDFM Radio Anguin. Le pauvre Paul, je le vois plus. 19 janvier 2018, 15e édition de l'hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt. 4 ans fort, une évocation des rites et des mythes. 21 janvier à Saint-Prix, Psyché, tragédie lyrique de Lully. 28 janvier à Saint-Leu-la-Forêt, corne pincée d'Afrique interprété par 3 marins. 3 février à Saint-Leu-la-Forêt, Bach, Telemann, sur la terre comme au ciel par l'Accademia Dei Dissonanti. Charlie, aujourd'hui, on va les laisser les musiques plus longues parce que on devait avoir une interview par téléphone, c'est pas possible. Donc, du coup, on a un peu plus de temps. Donc, on va les laisser. Renseignement 01 34 18 00 27 hivermusical.org. Alors là, vous êtes retransmis via Facebook. On est en direct sur Facebook. Donc pendant les pauses, il faudra retirer le casque, sinon vous n'entendez rien et on ne peut pas parler. D'accord. Je retire si vous ne mettez pas, je retire. Attends, j'ai pas fini. Hein. On reprend nous avec Paul. Ah, ok. Aux États-Unis, se sont fichus de la gueule de Catherine Deneuve et de Brigitte Bardot à propos des déclarations qu'elles ont faites pour la masculinité, on va dire ça comme ça. Effectivement, il est 9h, un nouveau point sur l'actualité valdoisienne avec Paul Reuer. Tout d'abord, commençons avec la vague de froid qui touche le département. En raison des conditions climatiques rigoureuses qui prévaudront dans les prochains jours, le plan grand froid a été déclenché dans le département du Val d'Oise ce lundi. Le préfet du Val d'Oise, Jean-Yves Latournerie, a décidé de renforcer les mesures de prise en charge des publics vulnérables, et ce jusqu'au 19 février. L'objectif est d'assurer l'hébergement de toutes les personnes sans abri qui pourraient se trouver dans une situation difficile liée à ce grand froid. Ainsi, en complément de la veille saisonnière qui compte 398 places mobilisables depuis le 1er novembre 2017, 50 nouvelles places sont mises à disposition. À ce dispositif s'ajoute un renforcement des maraudes de la Croix-Rouge avec la mise en place d'une 4e équipe mobile et l'extension en soirée et en week-end de l'ouverture de tous les accueils de jour jusqu'au 19 février inclus. Poursuivons avec un point sur la crue, puisque sur le front des inondations, le Val d'Oise est toujours en première ligne. Ce mardi 6 février, l'Oise est toujours placée en vigilance jaune. Les niveaux de l'Oise en aval ont légèrement baissé, mais une baisse plus sensible est à attendre à compter d'aujourd'hui, selon la préfecture du Val d'Oise. La Seine est-elle toujours en vigilance orange? Une baisse durable mais très lente est attendue pour les prochains jours, toujours selon les services de l'État. 16 communes sont toujours impactées significativement par la crue, mais la préfecture du Val d'Oise évoque des perspectives d'amélioration avec le retour du froid. Enfin, parents, n'envoyez pas vos enfants à l'école aujourd'hui si vous êtes dans la territoriale d'Argenteuil et de Beson. En effet, c'est la journée école morte avec une grève de tous les personnels de l'éducation nationale dans cette territoriale. Ces derniers y dénoncent la situation de l'école publique. Ainsi, pour l'entrée de quelques écoles dans le réseau d'éducation prioritaire, les 5 lycées en ont été exclus. Résultat, les effectifs explosent, 35 élèves par classe, voire plus en lycée, plus de 26 en collège, 25 en élémentaire et en maternelle. Face à cette situation d'urgence, tous réclament notamment le retour des lycées dans l'éducation prioritaire, des postes supplémentaires ainsi que des personnels accompagnants, CPE, assistants d'éducation, et la construction d'un nouveau collège à Argenteuil. Et pour finir, une petite info loisir, puisque pour la 7e année consécutive, le Rotary Club organise un grand loto le vendredi 9 février 2018 à l'espace Saint-Exupéry, 32 bis rue de la Station à Franconville à partir de 18h30. Cette année, les bénéfices du loto seront versés à la Fondation pour l'éradication de la polio dans le monde. Les réservations se font par mail à loto.rctb@yahoo.fr. Merci Paul Reuer, nous vous retrouverons à 12h15 pour un autre flash valdoisien. Maintenant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie, présenté par Florence Sœur. Non, ça te dit pas.
faire l'émission. Allez, bonne journée. Merci. Clémence, vous me laissez une minute hein, Pour que je mette tout en ligne. Bonjour à toutes et à tous, bonne journée Christophe. Alors bienvenue au bar de l'économie pour tous ceux qui nous rejoignent pour une heure de bonne humeur et d'information avec Charlie à la technique et Paul, 14 ans, notre co-animateur de la semaine. Nos invités sont des passionnés, ils ont de l'esprit et du cœur. Et suivez-les en direct en vidéo via Facebook, page IDFM, ou écoutez-les sur la FM 98.0 et par internet bien sûr, en web radio sur idfm98.fr. Alors, faut-il ou pas de l'intelligence artificielle pour optimiser son entreprise? Telle est la question du jour. Et pour cela, j'accueille Michel Selem. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un passionné de l'entreprise, chef d'entreprise depuis 30 ans, fondateur de Comdis. Vous intervenez en tant que conseil auprès d'entreprises à la formation des commerciaux, mais vous êtes aussi, on peut dire, chef de projet, entre guillemets, dans le big data et l'intelligence artificielle. Alors, j'ai noté que vous faisiez du bénévolat en préparant également des étudiants à des oraux d'entrée de grandes écoles. Ça intéresse certains qui nous contactent. Avec vous, nous allons évoquer l'optimisation de la performance d'une entreprise, c'est-à-dire à la fois la transformation des hommes, mais aussi par les outils. Faut-il de l'intelligence artificielle? Doit-on utiliser le big data, la supply chain éventuellement, etc. Chers auditeurs, nous avons beaucoup de questions à poser à Michel Selem. Alors, vers 9h30, nous retrouverons les infos de Paul. La start-up du jour, eh bien, c'est Piplet qui propose un test d'évaluation de votre niveau de langue avant justement d'intégrer ou pendant qu'on est salarié, pourquoi pas. Et puis ensuite, nous aurons bien sûr une recette de cuisine et cette fois-ci, c'est le secret de Paul. Mais tout de suite, notre pipite du jour. Souvenez-vous de Benny Goodman, Sing Sing Sing. Voilà. Donc là, ça va durer 2 minutes à peu près. Et après, c'est à vous. On enchaîne. On enchaîne. Donc là, je réintroduis le sujet en parlant de la valeur d'une entreprise. Vous allez voir. Si vous voulez rebondir là-dessus, vous pouvez. Lâchez-vous. Si j'allais dire lâchez-vous. C'est-à-dire que, en fait, mes questions sont là-dedans. Oui. Hein, mais bon, de toute façon, on a du temps. Hein, on a de 5, là il est 5. Là vous avez l'heure devant vous, jusqu'à 45. Donc on a largement le temps. Hein. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est que vous donniez des exemples. Vous n'êtes pas obligé de citer les noms, mais par exemple de dire je travaille avec un groupe dans le domaine de la cosmétique, par exemple. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de dire vous voyez à qui je pense. Oui. C'est pour ça que je. Vous n'êtes pas obligé de citer les noms, même Non, si il y a des affaires en cours. Mais je vais parler des grands principes, des grandes problématiques. Non, mais et puis donner des exemples, c'est très intéressant. Parce que peut-être qu'un exemple s'adapte à tel type d'entreprise et pas à une autre. Donc, un secteur d'activité, Je c'est vais vous bien. expliquer après comment ça se passe. Je vous explique. Ça va être très clair. Il y a une manière de faire les choses. Comme disait Napoléon, je connaissais la bataille parce que j'ai imaginé 200 fois comment la perdre. L'intelligence artificielle, je vous en parle, c'est quelque chose de. Je vais parler de l'environnement, je vais parler de c'est intéressant. Ça va être très intéressant. Ah, mais ça nous fait confiance, Non, ça. non, mais les choses. Vous avez dit à moment. Oui, Il y a beaucoup de pragmatisme. c'est pour ça. Pragmatisme. De toute façon, le tissu industriel, il est quand même très précis. Hein. On sait qu'en France, on a 90% de TPE et de PME et seulement 10% de très grosses entreprises. Qui peut se payer? Il n'y a pas grand monde qui peut se payer des énormes produits. Donc il va falloir que les coûts diminuent. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'on pourra parler de coûts, je sais pas. Oui, Quand vous voulez. Ça dure combien de temps? 1 minute, on a encore 2 minutes 30, donc on va couper un peu avant. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. On va commencer là. Ok. On y va. Votre entreprise, alors nous sommes sur IDFM bien sûr avec Michel Selem pour parler de l'optimisation d'une entreprise et de l'intelligence artificielle et du big data bien sûr. Votre entreprise détient une valeur qui lui est propre, suffisante ou surprenante. Le chef d'entreprise fait tout pour en augmenter sa valeur. Anticiper,
se faire payer et savoir s'entourer sont les premières règles du bon chef d'entreprise. Mais cela ne suffit pas, ce serait trop simple. Alors tout le monde y va de son petit conseil. Rationalise tes achats, renégocie un maximum tes crédits ou ton bail, sois créatif, fais du brainstorming avec ton équipe, traque les dérapages de coûts, demande des tableaux de bord pour suivre les évolutions de dépenses. Bref, à l'heure de cette nouvelle révolution industrielle, Michel Sellem, faut-il valider ou invalider l'arrivée de l'introduction d'une intelligence artificielle dans une entreprise et le big data, pourquoi faire? Comment l'entreprise approche ces nouvelles questions? Alors, je veux dire, je pense qu'il faut reprendre la problématique complètement au départ. C'est quoi le départ? C'est l'environnement économique et l'environnement concurrentiel que l'on a, qui existe depuis toujours. On a des concurrents, on a un bon produit, on est sur un marché, et on va se placer un peu avant justement l'arrivée de ces outils et de l'intelligence artificielle. Alors, quelle était la problématique? C'était de se dire, bon, je vends mon produit à une certaine marge, tout va bien, je suis un petit peu tranquille dans mon environnement de marché, tout va bien. Mais au fur et à mesure que les choses avancent, que le temps avance, on s'aperçoit qu'il faut être de plus en plus compétitif, il faut réduire ses coûts dans l'objectif d'augmenter un petit peu ses marges, parce que si une entreprise qui ne fait pas de marge, elle ne peut pas investir, elle ne peut pas se développer. Et donc cette problématique constante qu'on a eue jusqu'aux années 2000, début des années 2000, c'est de se dire, bon, je vais essayer d'optimiser un peu la performance de mon entreprise sur son marché. Malheureusement, ou heureusement, cette concurrence internationale est arrivée, et là on a vu, et ça existe depuis toujours, ça fait longtemps que je suis dans le marché du travail, on a toujours des kamikazes qui écrasent des prix, qui envoient des prix à des produits, on se dit mais comment font-ils? Alors maintenant, si vous voulez, avec cette concurrence internationale qui est devenue absolument redoutable, la problématique des entreprises c'était d'abord d'optimiser la performance professionnelle des hommes, ça c'est important parce que vous mettez 2 millions d'euros sur la table, et dans un an, ils sont toujours là. Donc, les hommes sont très importants dans leur expérience et leur savoir-faire. Et puis, on s'est dit, bon, on va aller un petit peu plus loin, on va essayer d'économiser un petit peu, on va essayer de compresser les coûts, parce qu'en fait, le résultat, c'est quoi? C'est d'essayer de faire de la marge. Et dans une entreprise, il y a des fuites de marge permanentes. Et de tous les côtés, que ce soit en production, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les commerciaux, que ce soit dans le marketing, voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ce genre d'écart au niveau financier parce que la concurrence est tellement violente. Les Chinois sont là, l'Asie arrive avec des produits et des coûts de main-d'œuvre, d'abord qui n'ont rien à voir, ils sont extrêmement bas. Et la problématique se pose. Donc, ce qu'on reproche à la France, ce sont les charges, on dit sociales, trop élevées. Qui sont extrêmement élevées, bien évidemment. Des ingénieurs à Bangalore. Vous les payez 3 fois, 4 fois, 5 fois moins cher que ceux qui sont en France. Et là, il y a, un transfert de savoir-faire qui est complètement international. D'ailleurs, on voit comment les grandes entreprises, et les GAFA, quand on parle des GAFA et les BATX, enfin les GAFA, c'est Google, Amazon, etc., comment ils vont pomper de la valeur. Ce sont les géants de l'Internet. Les géants d'Internet. Mais tout ça, comment on arrive à de tels niveaux, de puissance et d'absorption de valeur? Parce que l'intérêt d'une entreprise, c'est évidemment d'essayer de survivre avec des hommes qui soient très professionnels, mais aussi avec des outils qui soient optimisés. Et c'est dans ça qu'en qualité de formateur, en apportant de la formation déjà pour que les hommes soient encore meilleurs dans leur métier, en travaillant sur l'excellence professionnelle, déjà, ce qui est quelque chose. Mais malheureusement, on n'est pas seul. C'est qu'on a des concurrents. Donc, l'excellence professionnelle, ça passe aussi par l'excellence des outils, et notamment cette arrivée qui arrive de l'intelligence artificielle que l'on a et des big data. Alors, c'est quoi tout cela? On peut se poser la question. On voit beaucoup de conférences, on voit sur Internet des choses qui sont tout à fait remarquables. On a des spécialistes, des Stéphane Mallard, des Laurent Alexandre, des gens qui sont extrêmement, des Guénassia, des gens qui sont extrêmement brillants. Mais j'ai, moi, le sentiment que on regarde, on se dit, tiens, il se passe des choses assez incroyables, parce que l'intelligence artificielle, pour le commun des mortels, sont des robots. Voilà, ce sont des robots qui font des choses et qui vont remplacer des hommes. C'est pas tout à fait ça. D'abord, des robots, ça coûte extrêmement cher. Et une intelligence artificielle dans une entreprise, ça sert à quoi? Ça sert à essayer d'exploiter toutes les données, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais des entreprises ont parfois des pépites, et ils ont des données qu'ils sont incapables de traiter de façon profonde. C'est ce qu'on appelle l'analytics, le big data analytics, l'intelligence artificielle, où on va aller chercher des relations croisées entre des informations que l'on a, que l'on détient dans l'entreprise et qui ne sont pas exploitées. Comment voulez-vous qu'un cerveau humain puisse rivaliser avec
avec la puissance des ordinateurs qui sont arrivés, des supercalculateurs, comment voulez-vous qu'ils puissent rivaliser avec une machine? C'est incroyable. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Kasparov s'est fait battre par AlphaGo, DeepMind, imaginez que Kasparov, qui avait gagné en 1996, a perdu en 1997, parce qu'il avait en face de lui une machine, écoutez bien, qui faisait 200 millions de positions à la seconde. Ah oui. Oui. Vous imaginez? Évidemment qu'il s'est fait étendre. Évidemment. Comment voulez-vous gagner contre une machine qui fait, et il était d'ailleurs absolument désolé, qui fait 200 millions d'opérations à la seconde? Non, on ne peut pas rivaliser de toute C'est façon. impossible de rivaliser. Et la puissance. Et là, on a eu. Alors, pourquoi ça arrive maintenant? Il y a eu une telle accélération, mais qui est exponentielle de la puissance des calculateurs. Alors, je vous rappelle que, vous savez que le premier supercalculateur mondial, il est chinois, le Sunway Tangli. Vous savez combien il développe d'informations par seconde, d'opérations, excusez-moi, 93 pétaflops. Alors, c'est quoi un pétaflop? C'est un million de milliards d'informations. Alors, Un pétaflop maintenant, c'est nouveau. Oui, non, il y a des étaflops aussi. Enfin, il y a des on arrive à des puissances énormes. 93 millions de milliards d'informations à la seconde. Vous vous rendez compte de cette puissance? Alors ça a permis évidemment aux entreprises et aux GAFA qui ont des puissances inférieures, mais aujourd'hui suffisantes, que ce soit les Alibaba, les Chinois, qu'on appelle les BATI, Shenzhen, Xiaomi, etc., comme Google, on parle des GAFA, je vous ai parlé des GAFA, c'est Google. Alors là, Amazon, vous venez de citer Facebook, les GAFA etc. chinois, en fait. Alors, il y a les GAFA chinois, parce qu'ils ont les Alibaba, c'est une plateforme de vente. Absolument. Vous avez il y a cité... Qu'est-ce qu'ils font aussi. Alors, Tencent, eux, ils font du matériel audio, vidéo, etc. Et Xiaomi, alors, ils font du conseil, de la publicité, pardon, ils font de la publicité et de la vente en ligne. Voilà. Ce sont des milliards, ce sont des pompeurs de valeur. Et là, on est face à un trou noir, parce que cette puissance est quand même extraordinaire. Regardez Amazon. Amazon, quand vous commandez sur Amazon, on est en train, la bataille, c'est la bataille de l'information. On va aller capter les habitudes de clients, vos habitudes à vous, ce que vous commandez, de vous faire des offres parallèles. Les gens qui ont commandé ce produit-là ont également commandé tel produit. Vous achetez un téléphone, la personne qui a acheté le téléphone ont aussi acheté ces produits-là, les écouteurs, etc. Et puis ont consulté les autres produits, etc. Ça, c'est une puissance énorme. Et le consommateur se laisse prendre, en fait. Écoutez, oui, le consommateur se laisse prendre parce qu'on n'a plus maintenant des consommateurs sur le monde entier, on a des clients. On regarde les profils, absolument, clientèle. Et tout ça est segmenté, puisque le deep learning, enfin, déjà la machine learning, c'est d'essayer de calibrer, de faire de la segmentation de clientèle pour proposer un spécialiste de golf, pour lui proposer de la layette. Voilà. Donc on est en train de segmenter et les consommateurs deviennent des clients, ce qui change terriblement. Je vais vous donner un exemple, vous connaissez Starbucks, avec leur intelligence artificielle chez Starbucks, ils savent dans le Starbucks de Chambéry s'ils doivent proposer une boisson chaude, une boisson froide, etc. Au moment, parce qu'ils ont toutes ces variables, ces indicateurs de météo, de profil, etc., d'âge, puisque l'intelligence artificielle sert justement par rapport à des calculs statistiques standards à rentrer énormément de variables que l'esprit humain ne peut pas traiter, mais que l'ordinateur va traiter. Donc les goûts et les habitudes du consommateur, du client. C'est du profiling. Donc, par exemple, donc Starbucks, si moi j'arrive à 5 heures, mettons, je dis n'importe quoi, arrive à 5 heures, ils sauront s'il faut me proposer un café, un thé. Voilà, en fonction de la météo, de la région, de votre âge, de votre profil, etc. C'est vraiment, ce sont des profilers extraordinaires, mais ça, vous le voyez partout. Alors, ça sert aussi à quoi? Alors, ça sert aussi, par exemple, à anticiper, quand on connaît, pour éviter l'attrition, c'est-à-dire la perte de clientèle. Par exemple, vous êtes chez un opérateur, on vous appelle et on vous dit monsieur, on a vu que en fait, votre consommation, on a un meilleur forfait à vous proposer. Donc, on a vu vos consommations, ce serait peut-être intéressant que vous passiez sur ce forfait-là. Pourquoi? Pour simplement éviter que vous passiez à la concurrence. Donc tous ces outils-là qui sont employés aussi à la banque, on est en mesure de dire 5 ou 6 mois avant si l'entreprise va être dans le rouge, mais quand on est déjà prévenu, c'est beaucoup plus facile de se dire voilà, on va prendre des dispositions pour éviter justement l'accident.
Alors on fait tout de suite une petite pause musicale, si vous voulez bien, Michel Selem, et on revient écouter les exemples de mise en place de l'intelligence artificielle juste après. C'est... Donc là, vous continuez sur les exemples. Oui, je vais continuer sur l'approche de l'intelligence artificielle par l'entreprise. D'accord, on continue sur l'approche. Oui, parce que là, bien sûr, il faut bien porter les choses bien. Moi j'en ai d'autres, hein, des slogans pour bien gérer une entreprise. Hein. Enfin, c'est terrible, c'est tout et n'importe quoi, hein, ce qu'on dit. Oui, mais là il y a des choses à faire. Moi, ça fait longtemps que je suis contre les entreprises, des aberrations. Moi je vois directement, j'ai tellement l'habitude de faire une entreprise, je vois la tête du patron, du président. Jette un œil, 5 secs, hein, je dis lui il est bon, il est pas bon. Moi je vois des présidents d'entreprise qui refusent de s'intéresser à ces outils. Ils sont des mines d'or d'informations clients qui sont depuis 20-30 ans. Ils n'exploitent pas ces couillons. J'en ai un, je ne vais pas dire qui c'est. Non. C'est un de mes clients depuis 11 ans. J'insiste pas. C'est le plus ancien grade, le plus élevé. Hein. Bah non, vous ne pouvez pas. Que je dis, non. Je te dis. Donc je pourrais vous proposer le refus. Pardon. Oui, le refus. Oui, donc, je pourrais vous poser une question sur le refus. Oui, absolument. Alors. Et je dirais donc, puis la mine d'or, qu'est-ce que vous appelez la mine d'or? Voilà, ça c'est important. Vous étiez en train de nous parler de la mine d'or. Oui, il y a les data, les données peuvent révéler des informations majeures pour le client. Parce qu'en fait, ça sert à quoi en intelligence artificielle? Ça sert à faire du prédictif. Prévoir la supply chain. Savoir comment aller à la rencontre de son marché, qu'est-ce que je dois stocker, fabriquer. Moi, j'ai produit, j'ai stocké, c'est bien. Mais l'approche de l'entreprise. Oui, on continue sur l'approche, bien sûr. Absolument. Alors, ça fait combien de temps là? Il nous reste 1 minute 20. Non, ça fait combien de temps que c'est? 2 minutes. Ça fait déjà 2 minutes là? On vient d'écouter 2 minutes? Oui. Bon, on reprend. On y va? Alors nous sommes sur EDFM avec Michel Selem. Nous parlons d'intelligence artificielle aujourd'hui et de big data. Quelle est l'approche donc? On était sur l'approche de l'entreprise. Continuons sur cette approche alors. Alors quand on parle d'intelligence artificielle chez l'entreprise, big data, aujourd'hui si vous voulez, il y a eu des informations qui fusent un peu dans tous les sens. Et quand on dit big data, ça fait peur. Ils pensent big dépenses. Comment je vais pouvoir, moi, intégrer, c'est quoi l'intelligence artificielle en fait? Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des robots qui parlent, des images, des Google qui réussissent, ou faire des Elon Musk, on fait des voitures qui conduisent toutes seules, hein, etc. Donc je me sens étranger à tout ça. Effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle et d'entreprise, et big data, alors big data c'est quoi? En fait, hein, c'est un terme, ce sont des données, quoi, des millions de données que l'entreprise n'exploite pas toujours, parce qu'elle n'a pas encore l'esprit humain. Parce qu'elle n'a pas l'outil logiciel pour le faire. Parce qu'elle n'a pas l'outil, elle n'a pas parfois la volonté, etc. D'ailleurs, 92% des chefs d'entreprise, alors maintenant c'est en train d'évoluer, mais quand on leur parle d'intelligence artificielle, on leur parle de la mort, ils ont peur, ça fait extrêmement peur. Donc en fait, c'est peut-être parce qu'on pense robot en fait, et non pas logiciel pour la captation de données qui pourraient intéresser et valoriser son entreprise. Peut-être que les gens pensent robot. Il y a plusieurs secteurs, parce que les robots existent depuis un moment, et les robots sont définis pour faire des tâches tout à fait. Et dans la robotisation, on avance, et puis on prévoit en 2025 que les robots apporteront 30% de valeur en plus, hein, dans la fabrication, et vont se substituer aux hommes. Donc il y a un développement important chez les robots. Savez-vous combien chez Amazon ils emploient entre guillemets de robots pour le stockage? 45 000. 45 000. Voilà, chez Amazon, 45 000 robots. C'est pas fait encore. Ça va encore continuer parce que toutes les tâches un peu difficiles. Bon, il faut quand même pour le pick-up, enfin pour être très précis, il y a quand même l'homme qui est à côté. Hein. Voilà, mais les robots vont porter chez Alibaba, c'est pareil, hein, ce concurrent d'Amazon, on va dire, mais qui est beaucoup plus puissant qu'Amazon. Il y a des charges, ils montent des charges de 500 kg, etc. Donc, tout ça est tout à fait en place. Alors, la robotisation industrielle, oui, bon, forcément, ça va continuer. On investit, les prix vont baisser aussi. Mais quant à l'homme, le robot, le travailleur, ça coûte encore très cher, parce qu'en fait, ça va être de la matière, par rapport physique, par rapport à la matière intellectuelle, hein, et avec des valeurs qui approchent de zéro, parce que dans votre téléphone,
Tout le monde tout le monde a son assistant, utilise déjà de l'intelligence artificielle. Revenons au chef d'entreprise. Alors, quel est l'intérêt dans une entreprise? Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une intelligence artificielle? Alors, là, on est sur des termes, là, on est un peu dans les nuages. Alors, on va redescendre un petit peu sur Terre et se dire, monsieur le chef d'entreprise, dans l'entreprise, d'après vous, on fait une espèce d'audit, est-ce qu'il y a matière à créer de la valeur? Parce qu'en fait, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est un système, je dirais, on va parler système parce que ça fait peur, intelligence artificielle, un système un peu puissant, informatique, c'est d'aller traiter de l'information pour essayer de créer de la valeur. Alors, je vais vous dire, alors il y a différents cas d'usage que l'on peut aborder. Est-ce que c'est le supply chain, c'est-à-dire toute la gestion de production, d'approvisionnement? Parfois, il y a un peu de désordre et il y a beaucoup de pertes. Voilà, on y perd de l'argent. Est-ce que c'est le commerce? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le credit management? Est-ce qu'on va s'intéresser un peu à la santé financière de ses clients, etc. Donc, il y a des cas métiers, on appelle ça des cas d'usage. Et avant de se lancer dans une intelligence artificielle ou un système prédictif, puisqu'en fait, ça sert à prévoir. C'est quoi? C'est un GPS. Moi, j'ai une image très simple. Je dis, voilà, avec une intelligence artificielle, alors sans intelligence artificielle, vous roulez la nuit, par temps de pluie, vous allez traverser un bois, sans lumière. C'est une image très vulgarisée, évidemment. Avec une intelligence artificielle, vous allez rouler plein phare. C'est-à-dire vous allez voir à distance, s'il y a un sanglier qui passe, et ben vous le verrez, vous aurez le temps. Sans intelligence artificielle, il y a un sanglier qui passe et vous le prenez. Alors c'est quoi le sanglier? C'est la crise des marchés financiers, par exemple. On a entendu ce matin. On a entendu ce matin, c'est l'augmentation du taux d'intérêt. C'est une loi, un réglement qui arrive. Moi, j'ai un ami qui avait lancé une entreprise pour blanchir les dents, un système avec un principe actif à 2%, réglementation, non, il ne fallait pas que ça dépasse 0,2% de ce principe actif, parce que justement, il y avait encore du lobbying. Donc, à tout moment dans l'entreprise, on peut se faire un gros impayé, etc., etc. Donc, le fait de prévoir, c'est un avantage extraordinaire. Donc, je reviens au cas métier. Est-ce que dans mon entreprise, j'ai besoin ou pas? Non, on n'a peut-être pas besoin de mettre en place des outils qui vont, s'il n'y a pas d'usage. Donc, résumons, l'intelligence artificielle, c'est un outil de prédiction d'une entreprise. Voilà. Il faut donc se poser la question, en ai-je besoin ou pas? En ai-je besoin? Selon certains secteurs d'activité, et si je soupçonne, et je dis effectivement, sur ce cas d'emploi, sur ce cas d'usage particulier, effectivement, j'ai des sous à gagner, j'ai de la valeur à créer. Si on ne crée pas de valeur, ça n'a aucun intérêt. Alors, ce que l'on fait, parce que j'ai un associé l'un des meilleurs experts français qui s'appelle Jacques Abdo, je vais citer son nom parce que c'est un homme remarquable, on fait un laboratoire d'expérimentation digitale, c'est-à-dire avant de s'engager dans des investissements indus et risqués, on va voir si ça vaut la peine. Dans votre cas métier, vous pensez que vous avez un problème, je ne sais pas, commercial. Voilà. Et bien, on va étudier ou un problème de stockage, de stock. Alors, on va parler de stock. Tenez justement là. Vous savez, avec la grande difficulté des entreprises, et je sais parce que je suis passé par là pour avoir moi-même fait fabriquer des produits et vendus sur toute l'Europe, la grande difficulté, c'est de se dire combien je dois en fabriquer pour vendre à mes clients. Parce que ce n'est pas instantané. Si vous avez un produit, ou ça peut être un produit cosmétique, un produit de consommation, ou même des produits industriels, combien dois-je en faire? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors là, c'est quoi là? On met son doigt en l'air, on attend le vent qui souffle. Dans quelle direction je dois faire? La grande complication pour une entreprise qui fabrique, c'est d'aller à la rencontre de son marché. C'est-à-dire au plus juste, de fabriquer au plus juste de sa consommation, voilà. C'est ça que j'imagine. Absolument. Et on voit couramment dans des entreprises, et je l'ai vu, où l'année dernière, il y a une entreprise qui avait un stock extrêmement important, qui coûte cher, et il stockait. Ou quand il y a trop de stock, c'est mobilisé, ça coûte extrêmement cher. Et quand il n'y a pas assez de stock, par rapport à la demande, on perd de l'argent. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez fin. En fait, c'est pour ça, quand on parle de la supply chain, c'est combien je dois fabriquer pour vendre le produit au bon client à un moment donné. Vous vous rendez compte de la problématique? Donc, ces outils-là, c'est pas là. Entre je dirais, les prévisions de vente qu'on peut faire, que fait un directeur commercial, par exemple, qui a du pouvoir auprès du président, et puis un gestionnaire des stocks, il y a toujours des choses qui se passent mal. On n'y va pas comme ça. Donc justement, vous disiez que pour avancer, il faut d'abord faire un petit test, comme en laboratoire. Faire une expérimentation, comme en laboratoire, en se disant voilà, on va prendre un cas d'usage, celui, monsieur, vous et tous vos cadres, parce que tout le monde est partie prenante.
toutes ces datas, quand on parle de big data, ce sont les données que l'on reçoit, l'entreprise, que l'on a, qu'on peut même aller chercher ailleurs. Toutes ces données, parfois, ont de la valeur quand elles sont structurées. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des données non structurées et structurées, mais toutes ces données, parfois, enferment des pépites extrêmement intéressantes lorsqu'on va les analyser, et surtout, quand on va analyser les relations cachées qu'un œil humain ne peut pas voir tout de suite. Il peut y avoir des relations Voilà, donc tout à fait intéressantes. l'intelligence artificielle, Alors, c'est ça. une expérimentation, c'est important pour savoir si, alors on le fait par étapes, si dans telle activité, dans tel cas d'usage, on a à créer de la valeur. Alors je vais vous donner un exemple simple. Il y a une laiterie l'année dernière, en centre de la France, qui n'avait pas l'intelligence artificielle. Ça sert aussi à faire de la maintenance prédictive. Voilà. Cette laiterie n'avait pas d'intelligence de système d'alerte. Voilà. Ce qui fait qu'il y a un matériel qui tombe en panne, hein, et puis il y a une cuve de 3 tonnes de beurre baraté qui était mise à la poubelle. Alors vous le savez, à la SNCF. La SNCF, dans le TGV, on a des indicateurs quand on fait de la maintenance prédictive, on a des informations, on se dit tiens, il y a telle machine, tel moteur qui a une vibration, une température plus élevée qui sort de la normale, c'est du prédictif, on dit mais on remplace la pièce avant qu'elle ne tombe en panne. Vous savez ce que vous économisez comme argent? Et ça vous évite de bloquer un TGV. C'est pareil en production, c'est pareil partout. Voilà, alors donc... Mais on a peut-être moins le sentiment qu'en commerce et en vente ou en après-vente, ça apporte autant de valeur ajoutée. Voilà. On comprend très bien l'installation dans les exemples que vous prenez au niveau industriel, comme par exemple le TGV ou la laiterie, mais peut-être que c'est moins tangible pour la vente et l'après-vente. Écoutez, moi je ne pense pas. Alors là, c'est un cas, on est dans l'industrie, mais au niveau de l'entreprise elle-même, c'est quand même important de savoir qu'un commercial a les produits qu'il va pouvoir vendre tout de suite. Parce que, je dirais, le temps, quand on commande, vous voyez, c'est tellement instantané. Vous avez livré en 24 heures, en 48 heures. Bon, je parle des produits de consommation, les produits industriels, mais non, il y a vraiment un apport qui est extrêmement important pour les commerciaux. Je vous donne un exemple au niveau des commerciaux. Vous avez des commerciaux qui ont des clients qu'ils visitent régulièrement. Ils ont l'habitude par mois, de faire 300 € de commande, par exemple. Voilà, commercial, ça va, tout se passe bien, je prends ma commande, je vous en mets 300 €, je repars, la recommande repart chez le client, tranquille. Mais quelles informations a-t-il, ce commercial, ou la commerciale, de son client? Il ne connaît pas grand-chose. Puis c'est bon, puis il est sympathique, il lui commande 300 €. Mais qu'est-ce qui dit que le client ne commande pas 2000 € par mois et qu'il en a 1700 qui va à la concurrence? Ça, c'est une vraie question. Si avec cette intelligence artificielle, la connaissance de ses clients, du profil de son client, ses consommations, son état financier, ses dépenses, son carte bleue, son bilan, toutes ces informations qui tournent, s'il arrivait chez le client en disant moi je sais qu'il a un potentiel d'achat de 2000 € et je sais qu'il commande, parce que évidemment qu'il commande chez un concurrent, j'arrive beaucoup plus fort que d'arriver la fleur au fusil en disant 300 €. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'information est à la base de tout. Et cette information-là, on peut aller la chercher aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une loi qui va sortir sur la formalité. Le décret est sorti l'année dernière, mais on met sur justement la protection des données, qui est aussi une certaine problématique. Donc, avoir des outils, connaître son client et son potentiel, savoir s'il va se casser la figure. Moi, je me suis moi-même fait avoir. J'ai commandé des produits d'une entreprise qui était en redressement judiciaire. Je ne le savais pas parce que le gars était très sympa. J'ai eu beaucoup de problèmes après. Donc l'anticipation, l'information et encore l'information. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ça peut intéresser aussi le client parce que non seulement l'entreprise peut avoir des infos sur le client, mais le client peut aussi obtenir des informations sur la société et ça, c'est très intéressant avec l'intelligence artificielle. Absolument, parce qu'à un moment donné, on se pose des questions sur le marketing. Il va y avoir un moment où l'entreprise va avoir son intelligence artificielle, le fournisseur, mais le client va avoir aussi la sienne. Et ça va se passer entre intelligence artificielle, où là, la différence, c'est quel est le meilleur fournisseur qui va pouvoir me fournir telle prestation. Et c'est en ça que le métier de vendeur et des tas de métiers qui vont malheureusement disparaître, toutes ces petites opérations que la machine va pouvoir faire, l'ordinateur va pouvoir faire, la différence, ça va se faire sur quoi? Sur le contact, sur la partie humaine, parce qu'à un moment donné, évidemment, il y a des revers. Quand je vois les chiffres de la vente à domicile
qui continue. La vente à domicile, les gens qui continuent de croître. Hein. D'ailleurs, la FEVA, la Fédération des ventes à distance, annonce évidemment cette vente ne connaît pas de limite. On n'a pas de crise. Là, ça augmentait entre 96 et 97 de 4,3% les ventes. Donc pourquoi? Parce que la relation humaine reste encore importante. C'est une partie de la problématique, évidemment. On a des relations humaines, mais aussi c'est l'autre partie. On se dit, on ne remplacera pas l'homme. Ça, c'est important parce que l'homme est majeur. Mais il faut savoir aussi que cette intelligence artificielle et tous ces outils qui arrivent dans l'entreprise, il va falloir à un moment donné, si on veut faire face à la concurrence, il va falloir un peu s'équiper et vraiment se muscler de ce côté-là avec une approche qui n'est pas celle je prends ou je prends pas. C'est une approche beaucoup plus globale avec de la formation. Il faut que les employés comprennent ce qui se passe, pourquoi on le fait. Il va falloir beaucoup investir sur la formation, pas monter à l'éducation nationale, mais aux jeunes, justement, comme les petits stagiaires, s'intéresser effectivement à ces nouvelles, leur donner un apprentissage justement numérique. Alors Michel Sellem, on va faire une nouvelle pause si vous voulez bien. On va écouter un petit peu de musique et puis ensuite on partira avec les infos de Paul parce que je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser, qui enrichissent justement l'intelligence artificielle. Tu l'as mis en mode silence? Florence, l'ordinateur prend la main à 58. D'accord. Donc il nous a enlevé 2 minutes. Ok. Comme d'habitude. Enfin d'habitude c'est même 3. 58, bon bah faut qu'on gère. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur, qu'on n'a pas dit, sur la méthode peut-être? La méthode, on n'a pas parlé de la méthode. Oui. Mais alors là, il faut être très clair, il faut être très... Les étapes en fait. Les étapes d'implémentation. Ça, j'ai pas assez, on n'a pas assez... On va insister. C'est trop noyé, je trouve. D'accord. Il faut être plus factuel. Comment implémente-t-on, c'est plutôt c'est ma question, comment implémente-t-on l'intelligence, par quelle étape faut-il passer? Et combien de temps ça prend? Enfin, peut-être que ça, on ne peut pas la répondre. Est-ce que ça coûte cher? Le prix, le coût. Est-ce que c'est un coût? Vous avez dit que c'est pas forcément des grandes... Absolument. Donc, ça ne coûte pas forcément ultra cher. C'est-à-dire, comment on fait, en fait, la question, c'est comment on fait remonter toutes ces informations, en plus. Toutes les informations, vous dites que l'entreprise, elle a des informations qu'elle ne sait pas. Est-ce qu'elle a déjà tout ça dans ses données? Ou bien est-ce qu'elle est obligée d'aller compléter ce qu'elle sait déjà? Non, en principe, avec les données qu'elle a, alors là, on peut aller en chercher ailleurs quand on va aller voir ses clients. Ok. Mais déjà avec les données qui rentrent, ils ont des statistiques. Ils ne font pas les meilleurs prix, l'entreprise. Elles ont déjà des statistiques, elles ont des infos, elles font déjà des prévisions et des prédictions. Là, on a 1 minute 25. On a fait 1 minute 25 déjà? On reprend. Ok. Vous êtes prête? Oui. Oui, bonjour, vous êtes sur IDFM avec Michel Sellem. Nous parlons intelligence artificielle et big data, mais tout d'abord, les infos de Paul. Bonjour Paul. Bonjour Florence. Alors, tout d'abord, la Chambre de commerce nous informe il vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au grand rendez-vous des professionnels de l'innovation TechInnov Business, avec près de 2000 participants attendus le 8 février à Orly. 3 conventions d'affaires, Automotive, Digital Marketing et Digital Manufacturing viennent s'ajouter aux traditionnels Funding Meetings. Comprenez financement, du coup, Industry Meetings et R&D Meetings. De nouveaux villages, les villages Supply Chain et Startup, rejoignent les villages dédiés aux grands donneurs d'ordre, territoires d'innovation et compétitivité. Le 8 février 2018 à Orly. Tous les commerçants passés par la boutique connectée ont augmenté leurs ventes. Damien Walker de la CCI du Val d'Oise vous propose de visiter et de découvrir Entrepreneur Leader, le nouveau dispositif d'accompagnement et de financement de la région Île-de-France destiné aux entrepreneurs franciliens. Accéder à Internet grâce aux ondes lumineuses, ou qu'est-ce que le Li-Fi? Le premier congrès mondial se déroule les 8 et 9 février à Paris, au Palais Brognard. Alors le Li-Fi ou Light Fidelity est une technologie de communication sans fil basée sur l'utilisation de la lumière.
Elle utilise la partie visible, donc optique, du spectre électromagnétique. C'est l'éclairage fonctionnant avec des LED qui échangent de l'information. Rien à voir avec le Bluetooth ou la Wi-Fi qui utilisent des ondes. Que faut-il pour le Li-Fi ? Beaucoup de lumière, un capteur branché, un ordi ou un smart outil. Quel avantage ? La sécurisation des données, par exemple, car le réseau est non détectable. Alors, le premier magasin sans caisse ouvre ses portes à Seattle. Alors après un an de tests, Amazon Go a ouvert ce 21 janvier à Seattle. Donc pour entrer, vous scannez un QR code sur votre smartphone sur le tourniquet à l'entrée. Donc les portes électroniques s'ouvrent. Vous pouvez acheter une bouteille d'eau et ça ne prend qu'une minute. Vous entrez dans le magasin, prenez la bouteille dans le rayon et sortez du magasin. Et oui, la caisse est remplacée par de simples portiques. Pas besoin de portefeuille. Comment cela fonctionne ? Alors pour parvenir à ce résultat, le système mêle plusieurs technologies avec des rayons détectant quand un produit est emporté par un client et des caméras déterminent l'identité du client. Donc le client est automatiquement suivi par les caméras du magasin et vous êtes tout simplement facturé sur votre compte Amazon à la sortie. Pratique, non ? Mais l'ouverture au public sera une réelle épreuve du feu pour le procédé qui devra démontrer sa fiabilité lorsque le magasin sera bondé. Et si cela fonctionne, c'est la révolution de nos petits commerces. Et si l'intelligence artificielle nous faisait rire ? Google a annoncé récemment ouvrir un laboratoire consacré à l'intelligence artificielle à Paris. Il s'agit du deuxième centre de recherche en la matière, puisque l'autre est à Zurich, en Suisse. Depuis peu, les assistants virtuels comme Siri, Cortana ou bien Google Assistant sont désormais programmés pour faire rire. Ils ne se contentent plus de délivrer des informations utiles, mais ils font également des blagues. Seront-ils plus drôles que nos humoristes préférés ? À vous de juger. 50% du commerce devrait se faire sur mobile en 2021 en Europe. Croissance moyenne attendue 15,8% par an. La catégorie reine des ventes par mobile est pour l'instant la mode. Suivi du ticketing, les loisirs donc, et de l'électronique grand public et du linge de maison. À l'avenir, les segments en plus forte croissance jusqu'en 2022 devraient être les montres et la bijouterie avec plus de 24%, les cosmétiques de près avec plus 22%, suivi des logiciels et des jeux vidéo. La France figure à la 3e position en Europe du commerce mobile derrière l'Allemagne. Selon Forrester, les achats sur smartphone dépasseront ceux des tablettes en 2017 pour s'élever à 64% des achats mobiles de détail et de voyage en 2022. Facebook investit 10 millions d'euros. Sheryl Sandberg, numéro 2 du réseau social Facebook, a déclaré lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron qu'un investissement de 10 millions d'euros serait mis à disposition de FAIR, le laboratoire dédié à l'intelligence artificielle du célèbre réseau social. Alors, profils digitaux chasse aux experts. Alors, le numérique existe depuis 10 ans maintenant. On entre en phase de compétition pour les profils digitaux, car tout le monde recrute. Les grandes entreprises, les géants du web, les start-up ou TPE, les PME ou PMI, et depuis peu les pouvoirs publics. Du coup, il faut séduire les jeunes talents, car ils ne veulent plus travailler dans une SSII. Comprenez une société de services en informatique, ni travailler dans un environnement déplaisant ou poussif. En plus du niveau de rémunération, ils veulent des missions motivantes, des collègues bienveillants, des horaires flexibles et des opportunités de progression rapide. Selon une étude d'Accenture Stratégie, publiée en juin 2017, seul un jeune diplômé sur 4 souhaite travailler dans une grande entreprise. 72% des jeunes expérimentés ont le sentiment d'être sous-employés. En ce cas, il faut s'attendre à leur départ d'ici 5 ans. Merci Paul. Alors Michel Anselm, ça laisse rêveur. On parlait du magasin et de Starbucks Coffee tout à l'heure. Ouais. Le magasin ouvert par Amazon où on prend sa bouteille d'eau en 1 minute et on est directement facturé sur son compte. Ça laisse rêveur, c'est la transformation de nos commerces à terme. Complètement. Et puis sachez que cette année, on prévoit 65 milliards d'objets connectés. Donc avec l'iPhone, c'est avec l'assistant. D'ailleurs, on est en train de travailler dessus, c'est Google travaille dessus, qui va pouvoir vous dire comment vous habiller en fonction du temps, etc.
va être votre partenaire extrêmement proche. Donc les choses évoluent beaucoup. Alors, on parlait de l'intelligence artificielle. Oui, je voulais juste vous dire que Tencent, dont j'ai parlé, qui fait partie des fameux BATX, je ne sais pas si j'ai été très clair, c'est un éditeur logiciel qui est auteur de WebChat. Les WebChat, c'est 1 milliard d'abonnés. Voilà. Ça fait partie des 10 premières entreprises mondiales chinoises, avec laquelle d'ailleurs Carrefour vient de s'associer pour prendre, parce que Carrefour a une baisse de chiffre d'affaires tout à fait importante, avec malheureusement un plan de prévision. Oui, nous en avons baisse, parlé j'en avais dans nos déjà parlé, informations. voilà. Donc, il est clair quelle étape pour implémenter un outil d'intelligence artificielle pour permettre à l'entreprise d'accéder à toutes les informations qu'elle a cachées quelque part dans ses ordinateurs? Alors, quelle étape et quel coût? Alors, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de faire passer un peu de vulgariser en disant arrêtons de parler d'intelligence artificielle, parlons d'outils informatiques puissants qui permettent justement aujourd'hui d'analyser les données. Alors une donnée structurée, c'est l'information, toutes les listes numériques, qui sont numérisées des clients, etc. Les informations d'une part, et celles qui ne le sont pas, qui ne sont pas structurées, comme des images, des catalogues, des photos, etc., qu'il faut numériser. Et dire, est-ce qu'il faut prendre conscience, est-ce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je pourrais aller chercher de la valeur avec un outil informatique un peu plus puissant, mais est-ce qu'il faut vraiment vulgariser le message? Parce que les chefs d'entreprise en ont peur, mais aussi les responsables marketing aussi. Ils ont peur, ils ont parfois peur de la donnée. Il y en a au moins la moitié qui ne s'intéressent pas à cela, au traitement du données. Donc, traitement de la donnée où il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois des pépites, il faut aller chercher. Alors, quel est le procédé, le processus? C'est de se dire, voilà, moi je suis chef d'entreprise, j'ai une activité, j'ai beaucoup d'informations, est-ce que j'aurai une opportunité de voir sur quelle partie je pourrais gagner de l'argent, en fait, ou en économiser. Voilà. Est-ce que c'est sur la supply chain, sur la partie production, la partie approvisionnement, la gestion des délais des fournisseurs, parce que là, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parfois, je perds des ventes, parfois, j'ai beaucoup trop de stocks. Mais on ne va pas les stocks. Point P, vous connaissez. Point P, 2 milliards, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Point P a fait rentrer une intelligence artificielle. Et vous savez combien ils ont économisé de stock? 30% d'économie de stock. Est-ce que vous vous rendez compte en valeur? Voilà, là, c'est un bel exemple. On se rend compte en valeur ce que ça peut apporter justement l'intelligence artificielle. 30%, c'est énorme. Voilà. Donc, réduire ces stocks, on parle de flux tendu, mais cette gestion-là ne peut se faire que si on part du client, de la demande du client, et on est en mesure de l'anticiper en disant attention, nous, entre les prédictions qu'on verse statistiques, parce que les entreprises ne sont pas idiotes, elles ont des chiffres, elles essayent de faire des prédictions. Mais alors, entre la prédiction intuitive et la prédiction mathématique, sur des probabilités, même si ça ne reste que des probabilités, par expérience, on voit qu'on a des taux, je dirais, les prédictions qui sont beaucoup plus proches que ceux qui sont... Mais ça, c'est la machine, avec toutes les variables que l'on peut rentrer dans une intelligence, justement, dans ces calculs, ces variables qui permettent de dire, là, effectivement, là, j'ai les écarts sont extrêmement intéressants. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pas valable pour tout le monde. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de la valeur ailleurs qu'en vendant, en essayant de vendre un petit peu plus cher, ou avec de meilleurs commerciaux, par exemple? Alors donc, la première étape, c'est que, si on a bien compris, c'est que chaque personne de l'entreprise doit s'y mettre pour mettre en commun ces données dans un outil logiciel commun. C'est bien ça. Bravo, ça s'appelle casser les silos. Parce que les informations, elles ne sont pas seulement marketing, elles sont aussi à la finance, elles sont à la production, elles sont dans tous les secteurs, dans tous les services de l'entreprise. Et justement, où là, on doit se battre contre la résistance au changement, c'est de faire comprendre à tous ces responsables et ces cadres que les informations qu'ils ont, on va les mettre dans un data lake, ce qu'on appelle dans un réservoir commun. Et c'est l'expression, donc casser les silos, pour pouvoir étudier un petit peu tout ça, analyser, voir si les données sont intéressantes ou pas intéressantes. Il y a des données qui n'apportent aucun intérêt. Il faut savoir si ça vaut le coup, si ça vaut la peine de s'intéresser au sujet. Et c'est important parce qu'il y a des freins psychologiques. Imaginez que vous avez, je sais pas, vous êtes responsable d'un secteur où vous avez des tas d'informations au niveau commercial ou au niveau financier. Et si on vous dit, alors, tu vas tout donner, maintenant tu vas mettre tout ça dans le data lake,
l'impression que je vais perdre un peu mon pouvoir, hein, ce jeu de pouvoir dans Alors, est-ce que l'entreprise. c'est ça les motifs, on va dire, de la résistance ou du refus? C'est la peur de perdre du pouvoir? Alors, dans les résistances au changement, on a effectivement quitté sa position de confort. C'est gênant. On n'aime pas le changement, on n'aime pas ce qui est nouveau, ce qui est neuf, tout ce qui vient perturber, mais ça, c'est franco-français, hein, de toute façon. Donc, il y a toute une éducation, je dirais, enfin, tout un enseignement, voire il faut accompagner les gens. Si on veut mettre une intelligence artificielle et qu'on a plusieurs acteurs dans l'entreprise... En fait, on va plutôt il dire faut un leur outil expliquer. prédictif de mise en valeur de l'entreprise, c'est plus ça. Oui, mais ce n'est pas suffisant, il faut absolument l'adhésion, expliquer pourquoi, comment, accompagner, vraiment, et former, accompagner les gens, leur dire voilà, on va changer, c'est votre intérêt. J'ai vu dans des entreprises où notre chef d'entreprise mettait à disposition des outils informatiques importants et des logiciels modernes qui n'étaient pas exploités, qui étaient exploités à 20-30% par le personnel. Alors, est-ce que ça coûte cher hein, de mettre en place un outil logiciel qui permette de faire de la prédiction, Alors, comme ça, vous dites? alors, je veux dire, là, ça dépend. Ça dépend de la taille de l'entreprise, je Ça suppose. dépend, oui, ça dépend des intervenants, la taille de l'entreprise. Il y a des chantiers qui sont à chaque fois différents. Hein. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est sûr que Parce qu'on l'idée... on l'entend bien pour une très grande entreprise. Vous avez parlé de Point Il y a des PLE ou de PME, très bien, Starbucks. attendez, il y a des PME qui ont des informations depuis longtemps, des PME qui ont 10, 20, 30 ans, et même les plus jeunes qui ont des informations qui ne savent pas traiter au niveau, parce qu'il faut aller vite, etc. Et que l'esprit humain a ses limites. Hein. Donc ça, il est clair que des composants en silicium, dans le cerveau humain, vous avez 1 mètre par seconde de réflexion hein, sur l'information. Le silicium, c'est à la vitesse de la lumière, donc avec des puissances. Donc on n'a pas le temps. Non. Des PME peuvent très bien, tout à fait, être intéressées par des systèmes qui permettent justement de créer de la valeur. Au contraire, ce sont des super outils. Alors justement, pour une PME, dans quelle fourchette de prix? Est-ce que vous avez quelques exemples Alors, récemment? Attends, Ou est-ce que vous êtes en cours en ce moment de... On peut faire une expérimentation digitale. Alors, c'est en journée ensuite hein, de travail. Donc ça se traduit en journée? Alors, ça se traduit d'abord par une réflexion collégiale avec ça vient du dirigeant, c'est évident. Il dit voilà, moi ça m'intéresse, je veux voir. Donc, ça vient d'abord par une analyse consensuelle parce que pas mieux que l'entreprise et ses cadres connaissent leur propre entreprise. Donc la première étape, c'est l'analyse. La première étape, c'est d'abord de faire connaissance et puis d'analyser quels seraient les cas d'usage avec toutes les entreprises. Je ne sais pas, vous avez peut-être le directeur financier qui va dire écoutez, moi je suis très intéressé parce que j'ai un problème de gestion de credit management, c'est-à-dire de connaissance de mes clients, de leur pouvoir, j'ai des problèmes de règlement, de paiement, etc. Ça peut être ça. Donc la première étape, c'est l'analyse. C'est Et la l'analyse. deuxième? La deuxième, c'est de choisir avec le chef d'entreprise en disant voilà, quel est le cas d'usage qui est susceptible de créer de la valeur financière. On parle de valeur économique, je veux partir actuellement valeur Donc après, financière. il faut faire des choix. Alors, on fait des choix. Alors, on n'attaque pas directement en faisant les choses à l'envers, c'est-à-dire en faisant investir du matériel. Ça coûte pas cher. On peut très bien, il y a le cloud, il y a des moyens. Et là, on propose un laboratoire d'expérimentation digitale. On va d'abord aller expérimenter. Hein, alors, c'est pas une Alors après, on passe à quinzaine, la phase vingtaine de de jours, test. enfin, ça dépend. La phase de test, bon, et encore, ça se chiffre en fonction, je dirais, de la quantité de travail, des journées passées, puisque c'est de la prestation. Ça va être 10, 12, 15, 20 jours, hein, suivant la complexité. Ça peut être parfois 30 jours. Donc, au tarif, au prix d'un consultant Voilà. spécialiste. Voilà, donc c'est tout à fait faisable. Les enjeux, parfois, là, c'est vraiment de l'investissement. Hein. Alors, après la phase de test, on se dit, voilà, il y a une vraie légitimité à aller plus loin et à généraliser le système. Alors, on va faire une étape numéro 2. Voilà. Et ainsi de suite, si on voit qu'on crée de la valeur et qu'on a un système prédictif qui part pas trop loin, parce que si on prévoit 50%, autant laisser les hommes le faire. Hein. Mais maintenant, si on arrive sur les 80, parfois 90% hein, de prédiction, de réalisation par rapport à la prévision, là, c'est intéressant de le faire. C'est intéressant de le faire parce qu'on va créer Voilà, de la donc se valeur. poser les bonnes questions, on a bien compris. Il faut absolument que le gain soit entre 50 à 90% pour que ce soit intéressant. Non, beaucoup plus en d'implémenter prédiction qu'on arrive au moins, enfin, un je veux dire, système. 70%, encore en deçà, c'est pas la peine d'investir. Au-delà de 70%. 80%, Au-delà de 70% même. Au-delà de 70% en prévision. Voilà. Donc on a bien compris, Michel Sellem, merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il s'agit d'implémenter en fait un outil logiciel qui permette d'avancer plus loin et surtout que le chef d'entreprise ait une bonne vision du futur de son entreprise. Parce que les choix qu'il va devoir faire, il faut aider, c'est de l'aide à la décision, c'est comme un GPS.
Combien je vais acheter? Écoutez, moi je vous donne un exemple d'une entreprise française dans laquelle j'ai été, qui a fabriqué une usine, faisait de l'alimentation animale, hein. Eh ben, elle a créé une usine parce que le directeur commercial a dit, moi je veux vendre des tonnes. Voilà, j'ai une clientèle énorme. Eh ben, elle a construit une usine comme ça. Et en fait, le directeur commercial était très très optimiste, et parfois trop optimiste. Alors est-ce qu'il cherchait à se vendre mieux, à donner cette dynamique, à défendre son salaire? Que sais-je? Mais ça peut aller très loin. Parce que et il faut se poser la question, si j'ai investi 1 euro dans ce secteur, qu'est-ce qu'il va me rapporter? Est-ce que je suis sûr? Enfin, il n'y a pas d'accident de chaise longue, comme je dis. Dans l'investissement, on prend des risques quand on est chez l'entreprise. Mais il faut quand même raisonner. Et la décision d'achat ou d'investissement est quelque chose d'important pour les entreprises. Merci beaucoup, Michel Selem. On va tout de suite passer au secret de cuisine révélé par Paul aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous propose une recette de financier aux pépites de chocolat, donc à vos stylos. Donc, les ingrédients, c'est pour 6 personnes. Donc, il va vous falloir 100 g de beurre, 150 g de sucre glace, 100 g de pépites de chocolat, 60 g de farine, une pincée de sel, une noisette de beurre pour mouler, le moule, 4 blancs d'œufs et 100 g de poudre d'amande. Vous allez tout d'abord préchauffer le four à 210 degrés, donc thermostat 7, et ensuite faire fondre le beurre au micro-ondes. Dans un saladier, vous allez mélanger la farine, la poudre d'amande, le sucre glace et le sel. Ajoutez ensuite les blancs d'œufs non battus. Mélangez bien, puis ajoutez le beurre fondu. Mélangez à nouveau, ajoutez les pépites de chocolat et mélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Versez ensuite la préparation dans les moules à financier beurrés au préalable et faire cuire au four 12 minutes environ. Laissez refroidir avant de servir, puis déguster. Un peu calorique, je vous l'accorde, mais délicieux. Merci Paul, ça m'a l'air effectivement succulent. Alors Michel Selem, pour conclure, peut-être, si on veut faire un test avec vous en laboratoire, on fait comment pour vous joindre? Vous m'appelez et puis je vous dirai, je le fais tout à fait gracieusement. Alors on vous appelle à Comdis, c'est ça? On recherche par internet Comdis? Oui, absolument. Vous cherchez Michel Selem Comdis sur internet et vous aurez mes coordonnées. Parce que le message que je veux faire passer, c'est n'ayez pas peur, c'est important de penser à demain, parce que vous le voyez, ça va extrêmement vite. Le marché est extrêmement volatile, hein. En 2 clics, vous changez de fournisseur. Donc, préparez-vous. Enfin, c'est pas cher. Il faut avoir conscience qu'on doit aujourd'hui s'armer, parce qu'en France, on est extrêmement faible. On occupe la plateforme, hein. Les plateformes sont en Asie, aux États-Unis, on n'a rien. C'est les Google, les BATX et les GAFA. Ils absorbent toute la valeur. Donc, il faut vraiment se préparer, parce qu'on a un savoir-faire. Et il faut vraiment s'intéresser à la question sans en avoir peur. Surtout, n'ayez pas peur. Et appelez-moi, on pourra discuter sur la pertinence d'une étude. Voilà, on a bien compris que le mot intelligence artificielle fait peur. Il faut retomber sur terre en utilisant absolument le mot outils logiciels de prédiction qui peuvent être implémentés dans presque toutes les entreprises. Maintenant, il faut avoir bien fait son analyse pour trouver le bon outil. Merci beaucoup Michel Selem pour votre présence dans nos studios. Notre émission se termine. On vous quitte en musique car l'équipe d'Isabelle Durand arrive. Voilà.